m'appelle Nicolas Gillot, je suis engagement directeur chez Pivotal. Auparavant, j'ai une longue carrière dans le digital et le marketing chez Orange. Et donc, du coup, à ce titre, je suis doublement heureux d'animer cette session parce que ça parle de transfo digital et puis parce que, bien entendu, c'est un retour d'expérience de chez Orange. Donc, Orange, vous connaissez tous. C'est le principal opérateur en France. C'est un des leaders en Europe, essentiellement en Europe et en Afrique, présent dans près de 28 pays. Mobile, Internet, offres convergentes, acteurs de divertissement. C'est une banque aussi aujourd'hui. Sur la partie entreprise, c'est un opérateur qui est présent dans 220 pays dans le monde. Et donc du coup, quand les équipes entreprises, et notamment pro-PME d'Orange, sont venues nous solliciter chez Pivotal sur la partie lab, c'était pour répondre principalement à deux enjeux. Un enjeu d'accélération de la transformation digitale sur la partie pro-PME et notamment de déployer un certain nombre de parcours digitaux de manière assez rapide, avec des timings très courts. Et puis un deuxième enjeu qui était plutôt en relation avec l'expérience client et notamment de permettre aux équipes d'intégrer le client au cœur de la démarche. Et c'est pour répondre à ces deux enjeux-là que nous avons lancé au total 4 labs avec Pivotal. Aujourd'hui, Gon et Philippe vont vous faire un retour d'expérience sur 2 de ces labs, Mikado et Pims. Gon va commencer par une petite introduction sur la démarche LARB pour vous réexpliquer les fondamentaux de la démarche. Et ensuite, tous les deux, ils vous feront un retour d'expérience de ces 2 labs. Donc, je laisse la main à Gon pour commencer. Super, super. Merci Nico, merci beaucoup. Philippe, je vais mettre ici, Vas-y. de l'autre côté, et puis tu peux ajouter des choses au fur et à mesure. Et puis je te passe la main. D'accord. Bonjour à tous. Donc moi je m'appelle Gon, je suis directeur de Pivotal Labs ici à Paris, qu'on a ouvert depuis maintenant presque 2 ans, 1 an et demi, 2 ans. Donc je vais plonger tout de suite dans le sujet. Vous avez entendu beaucoup parler de toutes les pratiques, tous les aspects. Je vais plonger dans ces pratiques. La première chose dont je vais vous parler, on peut passer au slide suivant, c'est vous donner le contexte actuel, où ce qu'on voit beaucoup, nous, quand on s'engage, quand on commence à travailler avec nos clients, avec des grandes entreprises, petites, des startups, etc. C'est ce processus-ci où on va essayer d'avancer progressivement vers une release. On va essayer de mettre un produit sur le marché. On a un objectif, souvent un objectif métier, et on va décomposer le problème. J'imagine qu'il y a des devs dans la salle, hein, tout dev scientifique, on va essayer de décomposer le problème en morceaux et de le découper pour qu'il soit réalisable. Et puis on va passer tâche par tâche. Donc ici, la méthode traditionnelle, le cycle en V qu'on connaît bien, on va d'abord planifier comment est-ce qu'on va arriver à cet objectif. Ensuite, on va passer la main à un autre métier qui va concevoir la solution. Donc ça, c'est une autre équipe, d'autres gens, typiquement dans un autre étage, ou voire même dans un autre building ou une autre ville. Et ensuite, cette équipe va passer la main avec la conception, la maquette, va passer cette maquette à une équipe de dev qui va commencer à développer la maquette. Ce produit, maintenant qui est du soft, va passer à une équipe de validation qui va valider la qualité de ce qui a été construit, si ça répond bien aux besoins demandés, si ça répond bien aux besoins et à la question posée par le métier. Et on arrive finalement, on va le mettre dans les mains des clients, on va faire une release, on va lancer le produit sur le marché. Et puis, voilà, tada, on a fini notre processus. On espère que ça fonctionne. Et puis, quand on veut faire un changement, on recommence, on repasse par les mêmes étapes. Je vous apprends rien, vous connaissez ces principes. Ce que je veux illustrer ici, c'est que typiquement, les améliorations à ce processus, parce qu'on est depuis maintenant, je dirais 2 à 4 ans, en France, occupés à moderniser et à changer. Les grandes entreprises sont occupées à s'inspirer des startups pour essayer de changer leur approche. On parle beaucoup d'agilité. Comment est-ce qu'on apporte de l'agilité dans ce processus très siloté? Et ce qu'on voit, c'est qu'on va trouver souvent des équipes de design qui vont dire nous, le design, en fait, c'est toujours itératif. On va faire on va essayer plusieurs choses. On a plein de versions. Voilà le métier où le métier peut venir choisir avec nous, le marketing peut venir choisir avec nous quelle maquette développer avant que ça passe aux devs. Les devs vont dire nous, on est agile, on a des Scrum Masters, on s'est mis en mode agile, on fait des sprints.
Ce qui est dans le sprint précédent, c'est fini, on l'oublie, on passe au sprint suivant et on planifie nos semaines comme ça. Donc si vous voulez, on va trouver une sorte d'agilité à l'intérieur de ces silos, mais ce qu'on va rarement trouver, c'est une agilité au total et une véritable capacité d'accélérer cette mise en production. Et d'ailleurs, quand je dis le mot mise en production, on va penser à un grand événement, et généralement c'est un grand événement. Une release, c'est quelque chose de dangereux, de risqué. Toute la compagnie se rallie sur une release et on ne sait pas vraiment à quoi ça va aboutir. Il y a énormément de chances que ça ne marche pas, qu'il y a des choses qui ne marchent pas. Donc ce qu'on va essayer de faire, je vais vous parler d'une autre approche. Et ici, je vais commencer par le très haut niveau. Ce qu'on va essayer de faire, c'est qu'on va dire tout ce temps qui passe, qui peut prendre des mois, parfois des années même, sur certaines ambitions. On va essayer de se mettre dans un état d'esprit où tout de suite, on va essayer de donner une réponse au marché. On va comprendre que si je fais attendre mon client, même si je suis une grosse compagnie, et Philippe pourra en parler, même si je suis Orange, je ne peux pas vraiment faire attendre mon client. Il y a des besoins qui sont là. Le métier, le marketing, ils vont vouloir répondre à ce besoin tout de suite et avoir une réponse marché. Donc, ce qu'on veut éviter de faire, c'est d'avoir un processus lent où on construit la voiture idéale et qu'on a planifié, où on va construire partie par partie et en fait ne jamais vraiment solutionner et ne jamais répondre aux besoins du client ou au moins pendant un long moment le faire attendre. Ça aujourd'hui, avec le rythme du changement, des acteurs comme Free par exemple dans votre marché sont arrivés, ont cassé les modèles, sont allés très très vite, ont itéré très très rapidement. Comment est-ce qu'ils font et ce qu'on va essayer de faire, c'est de dire, voilà, ce que Free a fait, par exemple, dans le cadre d'Orange, c'est de dire, je vais tout de suite essayer de donner quelque chose. Ça ne va pas plaire à tout le monde, ça ne va pas être pour le marché entier, mais ça va répondre à un besoin précis. Et je vais tout de suite pouvoir co-développer ce produit avec le marché, avec mes clients, mes utilisateurs. Et c'est bien ça, là où est les fondamentaux de l'approche ici, c'est de dire que je ne connais pas nécessairement toute la réalité de mon client et je vais le positionner à côté de moi en tant que copilote et je vais co-créer la solution dont il a besoin avec mon client, avec le marché. Et donc c'est bien une itération dont on parle qui est complète jusque sur le marché. Donc on va essayer d'arriver dans cette posture. Alors comment est-ce qu'on fait ? Voilà, l'un des points, peut-être si je peux me permettre, oui, Gwen, de compléter, c'est aussi la gestion de risque. C'est que lorsqu'on produit quelque chose, on n'est pas forcément sûr que en fait, le client, c'est bien ça dont il a besoin. Lorsqu'on produit une voiture, est-ce que c'est bien ça dont il a besoin ? Est-ce qu'il a besoin d'un break ? Est-ce qu'il va avoir besoin d'un coupé ? Voilà. Et donc, l'intérêt d'une approche plus itérative, c'est que ça permet de réduire ce risque-là, parce qu'on a un feedback client beaucoup plus rapide. Alors, bon, sur une voiture, c'est un peu compliqué. Sur une interface digitale, ça marche beaucoup mieux, quoi. Donc, quand on parle de ce changement, nous, on va poser la question, quand on s'engage avec un nouveau client, on va poser la question de est-ce que vous voulez vraiment devenir une software compagnie ? Alors même pour des constructeurs automobiles avec de nombreux desquels on travaille, c'est une véritable question qu'on pose parce qu'en fait l'état d'esprit de pouvoir itérer et co-développer et faire évoluer un produit, c'est cet état d'esprit-là dont on parle quand on parle de software compagnie, qui sont un software étant beaucoup plus malléable, beaucoup plus facile à changer. Voilà. Donc ici, la première chose qu'on va faire, c'est un élément pas simple à réaliser, et c'est de rapprocher les différents métiers. Donc ici, on va désiloter, on va mettre des personnes qui d'habitude fonctionnent avec des documents, ou des artefacts, soit comme je vous ai parlé avant, je vous donne, voici le prototype qu'il faut construire pour les devs, du design, ou pour le design, voici la liste du cahier des charges, tout ce à quoi
le produit doit répondre, la solution doit répondre. Donc au lieu de fonctionner avec des documents, on va se mettre dans la même pièce. On va créer des petites équipes qui vont prendre un sujet bien précis, comme le skateboard, et qui vont démarrer avec juste ce petit bout de marché, ce problématique, et où on a dans cette équipe toutes les compétences nécessaires évaluées au départ pour pouvoir complètement, entièrement répondre aux besoins marché et y répondre entièrement avec une solution qui fonctionne, qui résout le problème, qui permet d'aller de A à B. Donc ici, les trois piliers, les trois métiers minimums dont on va parler, qu'on voit très souvent qu'il va falloir, surtout pour des solutions software. On parle de soft, d'expérience mobile, d'expérience voice, etc. C'est évidemment le métier de développeur, le métier de design, UX design, mais aussi on va en parler de ce qu'on fait exactement, et le product manager, qui est peut-être ce n'est pas un project manager, on va parler un peu de ce rôle. Donc ici, l'intérêt d'avoir les trois métiers autour de la table, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils vont pouvoir négocier très rapidement. C'est-à-dire que il est clair que chacun porte une autre casquette, chacun a un autre rôle, part d'un point de vue différent, avec des contraintes et un métier différent, mais en les mettant ensemble, sans ignorer ces différences, justement en permettant de résoudre en temps réel, à chaque jour, les contraintes et de peser justement les investissements qu'on va faire de chacun. Le dev va être en fait un dev classique, un dev qui cherche à vraiment, qui est en fait feignant, qui ne veut pas investir trop de temps sur des choses qui ne sont pas pertinentes. Donc ça va être une attitude dev assez classique, où je vais toujours challenger les autres métiers pour me prouver que ce sur quoi je vais passer du temps aura de la valeur, a du sens. On ne va pas me faire perdre mon temps, sinon je vais aller travailler dans une autre compagnie ou sur un autre projet, un autre plateau. Donc ici, ce dev-là, qu'est-ce qu'il va faire? Il va mettre en place une dynamique de minimum. Quel est l'effort minimum que je dois fournir pour pouvoir satisfaire, alors par exemple au designer, ton client? Le designer va lui être pas juste quelqu'un qui crée des prototypes qui viennent parce qu'il est créatif, mais quelqu'un qui va vraiment représenter le client au sein de l'équipe, quelqu'un qui comprend entièrement le contexte du client, qui va essayer de vraiment porter la voix du client à chaque discussion ou négociation saine entre métiers. Donc ici, c'est pour ça qu'on parle de désirabilité, c'est comment créer la solution, alors minimum, avec minimum investissement, qui soit réalisable rapidement, itérable facilement, tout en répondant et en fournissant une solution qui est désirable. Le product manager ici, chez nous, il a un rôle différent. Ce n'est pas un project manager qui est le mini CEO de l'équipe qui dit aux gens quoi faire, non. C'est quelqu'un qui va justement défendre la qualité du produit et de cette réponse. Il va essayer de permettre à l'équipe de peser ses investissements entiers, poser des questions critiques. Quelles activités devons-nous faire pour pouvoir avancer, pour pouvoir comprendre le marché plus rapidement et fournir une réponse? On va voir, on aura des exemples très concrets où cet élément-là a joué un rôle très important sur un des deux projets dont on va parler. Donc il s'agit de la viabilité de notre équipe. On va essayer de savoir clairement est-ce que l'effort qu'on est occupé à mener, est-ce que ça va être viable dans le temps? Quelles preuves j'aurai besoin d'apporter peut-être à mes stakeholders, à ma compagnie, pour pouvoir continuer cet effort et justifier cet investissement? Comment est-ce qu'on va procéder? Il y a une sorte de séquence à un projet lean, agile, tel que Pivotal l'entend. Mais cette séquence, elle commence avec un boost très fort sur le client. Et l'équipe en entier, tous les métiers, vont travailler ensemble dès le départ et vraiment chercher à comprendre quel est le véritable utilisateur. On va utiliser différents outils. Vous avez peut-être entendu parler en design, certains d'entre vous, de persona.
de choses comme ça. On aura d'autres outils, d'autres frameworks qui vont mieux correspondre à certaines situations. Mais on va essayer de vraiment capter le contexte du marché, le contexte de ce segment de marché et d'identifier quel est le segment de marché qui, par rapport à ce qu'on imagine, va être vraiment le premier utilisateur, le early adopter. D'essayer de capter ce early adopter pour qui un skateboard va être suffisant au départ, qui va nous permettre de grandir après et de faire grandir notre solution à d'autres parties du marché. Donc vraiment l'utilisateur, comprendre ses besoins, des besoins, tirer les besoins prioritaires pour le client. En règle générale, moi j'ai un passé de start-up avant de commencer à travailler avec les grandes entreprises chez Pivotal. Clairement, je vous le dis, si on ne répond pas un des top 2 besoins de notre marché, on n'est pas sur l'iPhone du client. On ne va pas être installé, on ne va pas être sollicité. Si on est le troisième, si on répond à la troisième priorité de notre client, sûrement qu'elle n'est pas très très importante. Le client il sera occupé avec ces 2 top priorités. Donc c'est très important de bien comprendre qu'on va offrir quelque chose qui enlève qui répond à un besoin, qui enlève une véritable douleur à notre client, qui rend sa vie de tous les jours plus facile. Et il vaut mieux que ce soit un problème qui revient tous les jours, qui soit fréquent, plutôt qu'un problème hebdomadaire ou rare, parce que ça, c'est un problème qui est moins urgent à résoudre. Donc on va essayer de comprendre quels sont les cas d'usage qu'on peut cerner, sur lesquels on peut se concentrer, et ensuite décliner des fonctionnalités, essayer de tout de suite livrer, et alors mettre cette solution tout de suite dans la main de certains clients. Ça peut être un petit groupe, un groupe bêta qui va commencer à nous donner du feedback pour qu'on puisse améliorer notre réponse. Donc, agilité, oui, mais sur toute la chaîne, ensemble, petit, sur des problèmes, des cas d'usage bien précis pour pouvoir ensuite faire grandir le produit. J'ai un autre slide. Philippe, tu veux ajouter quelque chose là-dessus? Ou on va en parler encore? On en parlera après. Parfait. Donc ici, on connaît tous la fameuse courbe en J qu'on espère atteindre avec nos efforts en software ou en produits qu'on met à disposition. On espère voir cette croissance. Tout le monde veut avoir cette croissance. Ce qu'il faut réaliser, c'est qu'à chaque moment de cette croissance, il y a quelque chose qui doit se passer pour pouvoir générer cette courbe qui monte. Quelque chose s'est passé. Ce n'est pas naturellement, le produit a changé, on a fait quelque chose, il y a eu peut-être un push marketing, parfois ça peut donner un petit pic, mais vraiment pour qu'il y ait une croissance constante, il faut pouvoir, c'est quelque chose au niveau du produit, au niveau de l'expérience, que l'équipe a comprise, a appris quelque chose de vrai, et on a réussi à coller de mieux en mieux à la réalité. C'est comme ça qu'on arrive à faire croître l'adoption, l'utilisation d'un produit. Donc, ce qu'on trouve, c'est que le corollaire, c'est qu'en fait, à chaque fois qu'on comprend quelque chose, on a en fait dérisqué quelque chose qu'on n'avait pas bien compris, sur lequel on avait un risque. Alors, ce qui est important, c'est qu'on va mettre cette équipe en place, une équipe multidisciplinaire. Pourquoi aussi multidisciplinaire? Parce qu'il y a plusieurs cerveaux, plusieurs modèles mentaux, plusieurs façons de penser, plusieurs métiers autour de la table qui vont pouvoir réfléchir en amont, et cette fois-ci on réfléchit en amont, et de définir tous les risques qu'on pense que notre approche est occupée à prendre, qu'on le sache ou pas. Et on va essayer de rentrer dans une posture où l'information est vraiment primordiale. Parce que c'est comme ça, c'est vraiment en comprenant la réalité du marché qu'on va pouvoir diminuer le risque et augmenter l'adoption de notre solution à travers toutes les autres solutions qui sont sur le marché. Voilà, je vais passer un peu la main à Philippe. Voilà. Donc Philippe Bienven, donc je suis en charge de la partie IT chez Orange pour tout le domaine digital des clients professionnels, PME, entreprises et grands comptes en France. Voilà. Et donc je vais vous parler de 2 projets. Le premier, qui s'appelle Mikado, est un projet qui a refait un espace client pour les clients pros. Voilà, ce qu'on appelle un espace client, c'est donc l'endroit où les clients peuvent gérer
leur mobile, leur flotte de mobile, leurs accès Internet. Voilà. Et donc, ce qu'on appelle un client professionnel chez Orange, c'est globalement de la personne morale avec un salarié ou voire quasiment 0 salarié dans un certain nombre de cas, jusqu'à une petite entreprise de 3 à 5 salariés. Voilà, c'est ça qu'on essayait, le scope de ce qu'on avait. Le deuxième projet qui s'appelle Pins, là, s'adresse pour les clients entreprises. Donc là, on commence sur des clients qui ont une taille de 200 salariés et jusqu'aux très grands comptes français, voilà, des sociétés du CAC 40. Voilà. Et donc, on parlera de leur espace client, enfin, du moins de comment rentrer dans leur espace client. On va rentrer sur le premier. Alors, déjà, globalement, qu'est-ce qu'on essayait de faire sur ces projets-là et les projets passés? Casser les silos, c'est-à-dire arrêter d'avoir une équipe métier qui pense d'un côté, une équipe SI qui pense autre chose de l'autre. Voilà, Orange, on est une grande entreprise, donc forcément avec des organisations très complexes. Et donc, entre la personne qui est en contact avec l'utilisateur et la personne qui développe, on peut avoir une chaîne de téléphone arabe de 7 ou 8 interlocuteurs. Donc voilà, donc vous avez tous des enfants qui ont fait ce jeu-là, vous savez qu'à la fin, il y a quand même assez peu de chances que le logiciel corresponde aux besoins. Deuxième point qui est important, c'est de responsabiliser cette équipe sur les enjeux métiers. C'est pareil, dans une grande entreprise, on se retrouve très régulièrement avec un bout de l'organisation où les gens ont des KPI, des objectifs qui en fait ne correspondent pas avec ce que vit le client. Et donc là, dans cette transformation, on voulait faire en sorte que l'équipe qui va produire l'espace client pour les clients pros, ce qui l'intéresse, c'est de vérifier que les clients pros sont satisfaits et l'utilisent, et non pas satisfaire à une autre injonction interne, fût-elle très intéressante, mais qui n'aura pas de lien avec le produit. Livrer rapidement et en continu, bon, alors ça, en dehors du fait que dans les entreprises, on est toujours pressé, il y avait deux choses. C'est que le marché professionnel est un marché qui est quand même assez dynamique, dans lequel on a un certain nombre de concurrents. Donc on avait quand même une volonté d'aller assez vite pour pouvoir changer l'expérience client en particulier sur ce marché. Et en continu, là c'est vraiment le sujet de gérer le risque et la problématique de livrer quelque chose qui ne correspond pas. Je pense que vous avez ça, enfin, pour les gens qui travaillent aussi dans des grosses entreprises. Traditionnellement, notre SI, ce qu'on livre, il y en a entre un tiers et la moitié qui ne sert à rien, quoi. Voilà, pour tout un tas de raisons. Et donc là, l'objectif, c'était de livrer en continu et de vérifier que ce qu'on a livré, ça sert. Et voilà. Et dernier point, mettre le client au centre de la démarche. Voilà, c'est ce qui va permettre de faire tout le reste. C'est quelque chose qui, voilà, dans une entreprise comme nous, n'est pas toujours si simple que ça. Alors, comment est-ce qu'on a fait ça? Alors, quels étaient les enjeux sur notre projet Mikado? Premier sujet, on n'avait pas d'espace client adapté vraiment aux besoins spécifiques des petites entreprises. On avait d'un côté un espace client pour les clients grand public, on avait de l'autre côté un espace client pour les clients entreprises. Et en fait, ce segment de clients-là, qui a des besoins très dédiés, n'avait pas de solution adaptée. On avait aussi besoin d'avoir une agilité pour pouvoir lutter contre la concurrence, pour pouvoir sortir plus rapidement des nouvelles offres et pour pouvoir faire en sorte que l'espace client suive cette accélération du marché. Par contre, et c'est là où ça devient un peu plus compliqué, c'est que l'existant était très vaste, il y avait énormément de fonctions, et donc le truc qui est, il n'y a qu'à le reconstruire. Il n'y a qu'à le reconstruire lorsqu'on veut construire quelque chose qui est une pyramide qui a mis des années à être fabriquée. On ne va pas le reconstruire d'un coup. Voilà. On a beau employer n'importe quelle méthode, n'importe quelle technologie. Voilà, il n'y a pas de magie en informatique, fort malheureusement. Et donc, reconstruire ce legacy très vaste en une seule fois n'était pas possible. L'enjeu
vraiment qui nous a forcé à lancer ce projet-là, c'est qu'on avait une satisfaction client très faible. En termes de CNPS, on se trouvait aux alentours des -50, ce qui est quand même très très loin de ce qui est acceptable, quoi. Et ce que j'entends, Philippe, aussi, c'est que par rapport au slide précédent, c'est que, en fait, tu disais, voilà, ça c'était le trigger, Oui. la satisfaction client. Oui, tout à fait. Et ce qui permet qu'on a su vivre avec ces complexités de legacy qui est là, avec l'historique de France Télécom, toutes les compagnies qui sont ralliées, étant rachetées, etc. Mais on a vécu avec jusque-là. Mais oui, on a vécu avec. Alors on a vécu avec pas forcément très bien. Comme tout ancien monopole, il y a des moments où la satisfaction client n'était pas forcément un trigger, quoi. Alors que aujourd'hui, on est dans un marché qui est concurrentiel et qui l'est de plus en plus. Donc aujourd'hui, c'est un vrai sujet, quoi. Alors, comment est-ce qu'on a fait ça ? Le Lab Mikado, ça a permis quoi? Ça a permis de faire du design thinking et vraiment de se mettre dans une méthode orientée client, en cassant les cheminées, en appliquant ce que Gon a présenté précédemment, c'est-à-dire qu'on a mis une équipe petite, alors relativement petite, mais même si ça reste une équipe importante, on a mis une équipe petite en faisant en sorte de l'isoler le plus possible. Et de lui dire, c'est vous l'équipe qui vont livrer ça, et vous allez le livrer avec des clients, et c'est vous qui en êtes responsable, et vous allez le faire de bout en bout. Vous n'allez pas faire un projet dans lequel vous faites intervenir 45 équipes qui existent un peu partout chez Orange. Le deuxième sujet, ça rejoint le dernier point, c'est on voulait une architecture modulaire parce que notre espace client, on sait qu'il va devoir évoluer très rapidement avec les nouvelles offres qu'on lance. Voilà. Chez Orange, on a des équipes marketing qui sont assez imaginatives et qui répondent à un marché dans lequel on a plusieurs concurrents qui, eux aussi, ont des équipes marketing imaginatives. Donc, tout le monde sort des nouveaux produits, quoi. Enfin, vous pouvez voir, vous connaissez bien, on en parle partout, il y a de la publicité partout. C'est à peu près... on a des rythmes de vie où on sort des nouveaux projets toutes les semaines en termes de changement d'offres et de changement on sort des nouvelles offres structurantes à des échéances très régulières plusieurs fois dans l'année. Donc on avait vraiment besoin d'avoir quelque chose qui soit souple parce qu'on sait que l'espace client qu'on va faire aujourd'hui, il va falloir qu'on le transforme dans le temps. À la fois parce que les clients vont nous faire un feedback, mais aussi parce que de toute façon, on a plein de choses, de nouveaux produits qui vont sortir. Troisième point, comme on partait d'un truc gigantesque, on n'allait pas refabriquer l'ensemble de l'immeuble en une seule fois. C'était impossible. Hein. Voilà, c'était impossible. Et donc, on avait un challenge de moderniser ça par appartement, et en commençant par un premier ensemble, allez, on va dire... le hall d'entrée, la cage d'escalier, pour faire en sorte que déjà, dès le début, les clients s'y sentent bien, quoi. Et avant de se dire, de toute façon, avant de livrer, on voulait pouvoir livrer par appartement au lieu d'attendre d'avoir refait tous les appartements du gigantesque building qu'on avait, quoi. Si je vais ajouter quelque chose là-dessus, oui. C'est une petite équipe au lieu de 45 équipes. Oui. Comment est-ce qu'on fait pour avoir la confiance, pour pouvoir... prendre un challenge pareil. En effet, tous les outils qui étaient là, l'interface qui était là, était faite pour les grandes entreprises. C'était pas vraiment fait pour ce secteur de marché qui est immense en France. Et donc, c'est là que des pratiques du dev, de la façon dont on la pratique, de l'extreme programming, du test-driven development, du développement piloté par les tests, nous permet d'avoir cette confiance, de ne pas devoir passer par des étapes de qualification, de qualité, de validation, etc. On écrit nous-mêmes les tests qui décrivent exactement le comportement du programme. Alors ici, c'était un programme vaste, de la partie du programme qu'on veut affecter. Donc on valide cela en amont et on fait tourner les tests qui nous permettent de constamment savoir qu'en fait, en tout cas, on ne casse rien. On va essayer de protéger l'appartement, le nouvel appartement qu'on va développer. On va le protéger autour avec des tests qui nous permettent de dire voilà, ça ne casse rien autour, et de commencer un développement full en TDD
complètement testé depuis le départ et de commencer à contaminer, on va dire, ou essayer d'attaquer les différentes parties de ce portail, en fait. Et l'autre point qui était vraiment intéressant, c'est que ça nous a permis, et c'était vraiment le mandat qu'on avait donné à l'équipe, d'avoir un vrai MVP, un vrai Minimum Viable Product, c'est-à-dire un vrai produit qu'on a livré aux clients, au bout de quelques mois. Et ce produit-là, ça nous a permis de vérifier par la mesure que notre nouvel espace client apportait quelque chose aux clients. Et d'ailleurs, on a eu un CNPS qui est monté assez rapidement. Voilà, parce que vu l'état de délabrement de l'ensemble de la maison qu'on avait, délabrement pas forcément technologique, mais je veux dire pour l'utilisation pour un client pro, c'était pas adapté, quoi. Donc en lui refaisant la porte d'entrée, les escaliers, l'ascenseur, oui, ça n'avait pas refait la cuisine, oui, ça n'avait pas refait l'ensemble des appartements, mais par contre, ça leur a apporté un vrai gain, quoi. Voilà. Et donc depuis, on continue. Et le fait de produire non pas un démonstrateur, mais bien un vrai MVP, permet de faire en sorte de savoir qu'on est dans la bonne direction, et de pouvoir après continuer à évoluer à un rythme par appartement, chose qui est extrêmement importante parce qu'on a aussi à embarquer toutes les évolutions par ailleurs qui proviennent du reste d'Orange. Et dernier point, voilà, on voulait avoir une architecture de microservices partageable entre plusieurs fronts. On a un espace client, mais on a aussi une boutique, on a aussi une application mobile pour gérer les clients pro. Et donc, dedans, on voulait éviter d'avoir un système parcheminé qu'on avait sur une partie du système legacy, où en fait, chaque fois qu'on doit modifier un accès à tout ce qui est le reste de la plomberie du SI, chaque fois qu'on avait à intégrer des fonctionnalités qui étaient les mêmes d'un produit à l'autre, voilà, où on se retrouvait à tout réécrire sur l'ensemble de la stack. Et donc ça nous a permis d'avoir quelque chose qui, outre la modularité, nous permet de faire du reuse et de gagner globalement en time to market sur l'ensemble de notre écosystème front. Et c'est aussi par rapport à la présentation de Daniel, c'est de pouvoir se concentrer un moment sur un microservice qui va pouvoir enlever la lenteur, par exemple, d'un système sous-jacent, et on le fait qu'une seule fois. Et ce microservice-là, s'il faut maintenant desservir et une application mobile et un front web, etc., et une autre application de boutique, c'est le même microservice scalable horizontalement qui va pouvoir le faire. Et les équipes peuvent ainsi descendre, contribuer, ajouter des fonctionnalités à ce microservice et puis ressortir, continuer sur leur développement applicatif. Ok, alors les résultats, donc on a eu, comme je le disais, une augmentation forte et significative de la satisfaction client. Voilà, on est déjà quasiment repassé en positif en termes de satisfaction client, ce qui est quand même le vrai sujet qu'on allait chercher, quoi. On a une agilité, on a une équipe qui maintenant produit et qui produit avec des itérations très courtes. Et ça, c'est extrêmement important pour répondre à la fois aux différents besoins provenant de l'extérieur, mais aussi au retour qu'on a des clients. Bon, le reuse des microservices entre projets est une réalité, du moins dans un nombre vraiment important de cas. Voilà. Le point important, c'est qu'on a une équipe qui sait faire tout ça. La difficulté qu'on a aujourd'hui, c'est de pouvoir augmenter en termes d'échelle. Voilà, c'est-à-dire qu'on voudrait aller plus vite en augmentant notre taille d'équipe ou en démultipliant les équipes. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas si simple que ça aujourd'hui. Et donc, voilà, c'est le point qu'on a encore. De toute façon, il y a toujours quelque chose à faire. C'est intéressant. C'est ça qui est intéressant, mais voilà, c'est le point qui est encore devant nous. Et l'approche qu'on prend sur ce point, et on a fait maintenant 4 projets ensemble, oui. Et on en fera d'autres, j'espère. L'approche qu'on prend, c'est de pouvoir justement faire monter en compétences les équipes et de permettre à ces équipes d'être des porteurs de la méthode, de faire monter en compétences d'autres personnes chez Orange. Et évidemment, c'est difficile. Il y a un certain niveau à avoir, une certaine cohésion d'équipe qui va être modifiée quand des nouvelles personnes vont arriver. Et c'est là que le challenge il est. Voilà. Alors, je vais vous parler. Donc là, on va quitter le monde des professionnels pour parler dans les entreprises. Alors,
c'est quoi l'espace client pour les entreprises? Donc là, pour le coup, on a quelque chose en existant. Alors, pour repositionner le marché d'entreprise, donc je vous disais, on parle des sociétés de 200 à plusieurs milliers, voire dizaines ou centaines de milliers d'employés, avec des offres qui sont très vastes. Ça va d'un mobile jusqu'à un réseau VPN transnational, en passant par l'ensemble des offres de cloud que vend Orange. Je n'oublie pas la vidéoconférence. Voilà. Donc, on a beaucoup de clients et à ces clients, on vend beaucoup d'offres différentes parce que voilà, les clients entreprises ont quand même des besoins assez divers. Et donc, on avait une vraie difficulté, qu'on a une richesse de notre espace client et de son écosystème. Alors, quand je dis une richesse, c'est voilà, c'est assez profusant. Notre espace client comportait pas loin d'une centaine d'applications. Ou comporte d'ailleurs toujours pas loin d'une centaine d'applications, correspondant au self-care des offres machin, à l'ensemble des trucs. Et on a aussi un écosystème au niveau métier qui est assez vaste et complexe entre les organisations d'Orange Business Service et les organisations d'Orange France, entre les équipes réseau, marketing, technique qui sont réparties sur plusieurs ensembles et qui ont des segmentations de clients, des segmentations de produits qui font Et donc, les clients et les gestionnaires télécoms chez nos clients ont une difficulté qui est comment est-ce que je réussis dans cet ensemble-là qui est riche à trouver ce que je veux. Alors après, on peut dire il suffit juste de présenter les trucs utiles. Enfin bon, sauf que des trucs utiles, il y en a beaucoup. Et donc ça ne rentre pas dans une page, ça ne rentre même pas dans 10 pages. Et donc voilà, on a une difficulté de faire en sorte de permettre aux clients de se retrouver dans notre ensemble. La stratégie qu'on a suivie, c'est de faire une assistance en ligne pour essayer de guider l'usage et de permettre au client de trouver les actions dont il a besoin directement, au lieu que ce soit à lui de s'y rechercher dans notre lot de pistes. Moi, j'appelais ça à l'époque une stratégie de cheval de Troie, finalement, parce qu'on ne va pas attaquer le problème de front, mais on va permettre une agilité, une rapidité sur l'assistance. Donc, c'était une stratégie véritable qu'on a prise dès le départ. Disons, voilà. Et le dernier point, c'est qu'on a beaucoup de compétences sur nos conseillers clients qui connaissent bien les clients, qui connaissent bien notre métier, qui connaissent bien notre offre. Et notre volonté aussi, c'est qu'eux puissent enrichir cette assistance aux clients pour leur permettre de réduire eux-mêmes leur propre charge de travail et puis de diffuser leur savoir, leurs compétences. Alors, comment on a fait ce Labs? Classiquement, on a, pareil, de la même façon, pris une équipe, fait en sorte d'isoler cette équipe-là pour pouvoir qu'elle puisse travailler directement avec les clients, directement avec l'ensemble des acteurs. Voilà. Alors, la difficulté, c'est qu'on est entouré d'un écosystème que je rappelle est très riche, y compris au niveau métier. Voilà. Et donc, on a mis en place une certaine stratégie en termes d'analyse de comportement, d'analyse des données qu'on a sur les clients, pour essayer de pouvoir avoir du factuel plutôt que d'avoir des éléments qui sont parfois je sais que les clients volent. Je sais que les clients volent, en fait, ça ne marche pas toujours. C'est ça, et je pense que ce qu'on a ressenti sur le projet, Philippe, quand toi tu as suivi le projet, c'est qu'on a ressenti, notre niveau de confiance, vous vous souvenez de la courbe? C'est la courbe de réalité. On sentait qu'on n'arrivait pas à se rapprocher de la réalité. On était tellement loin finalement du client. Le gestionnaire, il gère une compagnie de dizaines de milliers d'employés qui ont tous des besoins différents, etc. Très très dur de comprendre et d'avoir une certaine confiance sur ce qui est le plus prioritaire pour le client. Et du coup, on a pris une autre approche. On a dit ça c'est trop coûteux. Notre investissement, il n'est pas minimum. On va essayer de trouver quelque chose de moins coûteux. Vas-y, tu veux en parler? Voilà, donc on a basé nos analyses à la fois sur les données qu'on avait, et on n'avait pas une quantité de données forte, mais on a aussi basé nos analyses sur le fait de faire ce qu'on appelle des A/B tests, c'est-à-dire je teste tel parcours ou tel parcours, voire des A, B, C, D, voire A, B, C, D, E tests, pour pouvoir faire en sorte de créer des données
et de pouvoir récupérer cette analyse. Mathilde disait on émet des hypothèses et puis on les teste. Donc on a décidé dans le cycle Build, Measure, Learn, donc construire, mesurer le résultat et apprendre, on a décidé de commencer en construisant des choses. Donc on a mis en place un moteur de recherche rapidement, qui nous permettait de voir quels mots-clés étaient mis entrés. Et donc tout à coup, on a testé ça sur une petite partie des utilisateurs. On avait tout à coup beaucoup de données qui commençaient à venir en 2-3 jours et qui permettaient de diriger le projet sur les problématiques les plus récurrentes. Et on s'est vraiment focalisé à énormément baser ce projet sur les retours clients. Rien que le nom de la rubrique d'aide, ou rien que le nom de chacun, parce que la difficulté qu'on a aussi chez Orange, c'est qu'on fabrique un site web dans lequel on met la description de nos offres, telles que nous on les connaît, ou voire telles qu'elles sont décrites dans notre plaquette commerciale. Sauf qu'en fait, nos clients, dans un certain nombre de cas, ils ne travaillent pas du tout comme ça. Enfin, ce n'est pas les mots qu'ils emploient. Et donc, rien que les mots qu'on emploie ne sont pas les bons. Et donc, le fait de pouvoir tester rien que les noms de rubriques, et donc l'équipe a tout testé, y compris tout le wording. Et en fait, rien qu'en changeant le wording, on s'est retrouvé avec des différences significatives d'usage et d'utilisation. Voilà, donc ça, c'est vraiment un exemple de... voilà, donc on était vraiment beaucoup basé sur tout ce qui est test et tout ce qui est mesure, quoi. La difficulté, c'est qu'on avait des équipes à Paris et à Grenoble. Bon, voilà, ça, c'est un point important. Les 3 premiers projets, on l'a fait avec Pivotal, on l'a fait sur des équipes colocalisées qui étaient toutes, d'ailleurs parisiennes, mais ça peu importe. Tandis que là, voilà, donc, ce qui est un facteur extrêmement facilitant. Bon, là, au bout d'un certain temps, on se heurte quand même à la réalité, voilà, qui est que chez Orange, tous nos salariés ne sont pas tous à Paris. C'est compliqué, mais c'est comme ça. Et donc, on a monté une équipe, voilà, entre une partie d'équipe qui est à Grenoble et une partie d'équipe qui est à Paris. Et voilà, on a réussi à mettre en place un certain nombre de techniques, de méthodes. Voilà. Donc, ce qu'on a fait là, c'est que au départ, pour créer la cohésion, pour s'aligner sur le processus, la manière de travailler, on a passé un maximum de temps ensemble. Les équipes sont venues ici à Paris, on a travaillé ici. Et puis ensuite, on a commencé à travailler à distance. Et pour certains métiers, comme le développement notamment, et le pairing, de travailler en côte à côte, en binôme, le faire à distance marche très très bien en fait. On se cale sur des heures bien précises, on va avoir un rythme et des moments où on travaille, le focus est très haut, on va travailler à distance avec des bons outils, un bon casque. En fait, on rentre dans un flow, ce qui est assez agréable. Donc pour certains métiers, dans cette équipe mixte, il y a moyen d'avoir une très bonne productivité et un rythme soutenu et sain à la fois. Quand même intéressant, c'est que l'équipe a réussi à faire des premiers A/B tests quelques semaines après le démarrage du projet. Donc en fait, voilà, l'A/B test est un résultat. Et donc la mise en production d'un truc, c'est arrivé très très vite. Et donc on a tout de suite, tout le projet, on a fabriqué, testé des choses. Et en fait, la fin de projet, c'est pas vu, parce qu'on était déjà en fait en production quelques semaines après le début du projet, quoi. Alors, quelques résultats. Premier sujet, on commence, alors c'est un projet qui est très récent, donc c'est quand même, mais on commence déjà aujourd'hui à avoir des usages importants par les clients, et donc des clients qui trouvent beaucoup plus facilement la réponse à leurs besoins. On a un projet, et ça c'est un résultat en tant que tel, on a un projet data-driven, c'est-à-dire qu'en fait, lorsqu'on interroge l'équipe projet, on n'a pas des choses de type je pense que, nous avons estimé que, ça devrait marcher. L'équipe travaille en, voilà, j'ai fait ça, j'ai testé ça, j'ai tant de pourcents, j'ai 15% à cet endroit-là, j'ai 25% à cet endroit-là, j'ai pris la solution à 25%. Et après, je prends ça, j'ai constaté qu'en production, ce que m'avaient dit les clients en interview client, en fait, c'est faux. Parce que les interviews clients, c'est quelque chose d'important, il faut en faire, et c'est ce qu'on fait surtout en début de projet lorsqu'on n'a rien. Mais en pratique, on arrive, surtout pour nous, Orange, qui avons des millions de clients, on interviewe un certain nombre de clients. Je me rappelle, voilà, le projet Mikado, on a dû interviewer une cinquantaine ou une soixantaine de clients, alors qu'on doit avoir 3 millions de clients professionnels. Voilà. Et donc, les interviews clients, c'est factuel. C'est un résultat, ça a une valeur, mais ce n'est pas tout.
L'A/B test, on va déjà mieux parce qu'avec de l'A/B test, ça nous permet là on teste sur tous les clients à un seul moment et ça nous permet de vérifier si telle solution est meilleure que telle autre. Mais à la fin, l'usage de la data et l'usage de statistiques vraiment dures sur l'usage, l'augmentation de l'usage, c'est ce qui permet de vérifier, de corréler et de retransformer derrière, quoi. Et donc on a une équipe qui s'est mise dans ce cycle-là de travailler basé uniquement sur des faits, et ça c'est un vrai plus, quoi. Et on a une équipe multisite, donc ça c'est quelque chose d'extrêmement encourageant. Voilà, et donc le point maintenant c'est de réussir à faire vivre cette équipe multisite, parce que voilà, lorsque les équipes d'Orange sortent du lab de Pivotal, après on a tout un travail pour pouvoir faire en sorte qu'on continue à utiliser la même méthode, on continue dans la même dynamique, voire on augmente en termes d'escale, voire on contamine pour faire d'autres projets de la même façon. Là, on a quand même à poursuivre d'essayer de faire ça en multisite, qui est quand même un challenge en tant que tel, quoi. Et déjà, le fait de pouvoir continuer dans cette transformation en revenant dans nos locaux, c'est pas toujours facile. Le faire en multisite, c'est quand même quelque chose d'assez compliqué. Et voilà, on va vraiment s'attaquer là-dessus. Avant la conclusion, donc du coup, effectivement, tu l'expliquais très bien, on fait des MVP dans les labs, mais l'histoire ne s'arrête pas à la fin du MVP, donc les équipes sont relocalisées chez Orange. Aujourd'hui, vous avez les 4 équipes qui sont les unes à côté des autres. Ça, c'est le type de feedback qu'on récupère quand on échange avec notamment le business owner de 2 des applications qui sont en lab. Parce qu'on ne l'a pas précisé, mais on fait des labs, mais on le fait aussi sur PCF. Et donc, du coup, on a à la fois la méthodo, l'accompagnement des équipes, et puis la plateforme et la vélocité de la plateforme qui permet de continuer à enrichir derrière les applications et le MVP jour après jour, semaine après semaine. Peut-être aujourd'hui, les 4 applications ne sont plus des MVP. Aujourd'hui, ce sont des produits en tant que tels qui ont toute leur équipe, enfin une équipe qui n'est pas une équipe projet, qui est une équipe produit, qui s'occupe du produit au quotidien. Voilà, alors sur lequel on est en train de tenter de grossir, ou de grossir et d'essayer de grossir de manière importante. On a aussi, par contamination, fait un certain nombre d'autres projets voilà, où on utilise des méthodes identiques. On a aujourd'hui pas loin d'une petite dizaine de produits qui vont bientôt être sur la plateforme PCF, voilà, avec des rythmes. Alors, en particulier sur le rythme de mise en production, on est passé, voilà, le rythme de mise en production de plusieurs fois par semaine est quelque chose d'assez d'usuel, en fait. Et les mises en production ne sont plus un sujet. Du coup, en guise de conclusion, ce que je vous propose, on va vous montrer une toute petite vidéo qui a été faite par l'équipe elle-même, et notamment qui décrit assez bien l'état d'esprit, parce que là, on a essayé de vous décrire ça avec nos mots, mais finalement, c'est toujours intéressant de voir comment est-ce que les équipes travaillent ensemble, et la vidéo, pour ça, est un très bon support. On ne fera pas de questions-réponses, parce qu'on court un petit peu après le temps, là, depuis la fin de la matinée, mais bien entendu, on reste à votre disposition après la session pour pouvoir répondre à vos questions individuellement.